Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the... Je remercie tous qui ont disposé de leur temps pour venir écouter notre modeste partage. Et comme généralement les temps sont très, très calés, je vais directement aller droit au but. Il m'a été demandé de parler de l'importance du plan marketing. Mais avant d'aller dans le vif du sujet, je voulais, avec votre permission, essayer d'expliquer un peu qui a besoin d'un plan marketing. Et ensuite, parler de pourquoi un plan marketing avant d'aller dans les détails. En réalité, quand vous regardez la société, il n'y a que deux catégories de personnes. Ça, c'est selon mon point de vue. Vous avez d'une part les entrepreneurs, c'est-à-dire les propriétaires de PME ou de projets qui sont déjà sur le terrain avec leurs entreprises. Et de l'autre côté, vous avez les entrepreneurs en devenir, c'est-à-dire ceux qui ont leurs idées, leurs projets encore dans leur tête et qui pensent un jour ou l'autre mettre ce projet-là sur pied, effectivement, pour améliorer leurs conditions. Alors, s'il faut donc répondre à la question, le plan marketing, qui a besoin du plan marketing? La réponse est simple, c'est tout le monde. C'est tout le monde parce que les gens pensent que le plan marketing, c'est d'abord uniquement dans le cadre des entreprises, mettre une entreprise en place et faire les stratégies. Ceux qui ont eu la chance d'écouter le coach Raphaël au moins une fois savent que ce qu'on appelle le plan de vie peut être considéré comme un plan marketing. Et même sans avoir écouté le coach Raphaël, chaque individu a des projets dans sa vie. Tout le monde. Tout le monde a des projets. Vous voyez, si vous passez dans des quartiers les plus populeux de capitale africaine, à Abidjan, ou à N'Djamena, ou à Douala Ndokoti, ou ici à Kinshasa, au carrefour Kitambo, ou alors au carrefour Victoire, si vous arrivez là-bas, vous allez trouver pratiquement autour de 10 000 personnes qui montent, qui descendent, qui faufilent partout. Mais la merveilleuse chose, c'est que chaque personne qui passe là, si vous l'interrogez, il a un projet. C'est-à-dire qu'il a des idées, il a des choses qu'il a envie de faire, effectivement, pour améliorer sa vie et ses conditions de vie. Mais généralement, ce qui se passe, c'est que nous sommes totalement ignorants de comment est-ce qu'on fait pour améliorer nos conditions de vie. Et c'est pour cela que chaque fois, les gens se posent la question, comment est-ce que je vais faire? J'ai une idée. J'ai envie de faire l'agriculture, j'ai envie de faire dans le transport, j'ai envie de faire dans ceci, j'ai envie d'ouvrir une agence de voyage, j'ai envie d'ouvrir un Vivre Frais. Vivre Frais ici au Congo, c'est ce qu'on appelle dans l'Afrique centrale une poissonnerie. Donc, chaque personne a une idée, mais comment transformer l'idée en projet et partir du projet jusqu'à matérialiser le projet sur le terrain, c'est une grosse question et c'est un gros challenge et qui malheureusement amène certaines personnes à mourir avec leurs idées. Donc, il n'y a plus personne à partir d'aujourd'hui qui va dire que le plan marketing, c'est pour les hommes d'affaires, ou c'est pour les gens qui ont des entreprises, ou c'est pour les gens qui ont de l'argent. Non, ça n'a rien à voir. C'est pour tout le monde. Donc, celui qui n'a pas son plan marketing, aujourd'hui, doit se lever à partir de demain, chercher à savoir comment le faire. Maintenant, s'il faut parler des entrepreneurs, je suis dans une école. Ce que je deviens chaque jour est le fruit de cette école. Et je suis tellement content de nommer cette école qui s'appelle iLead. Dans cette école-là, nous avons défini clairement, nous avons appris à définir ce qu'on appelle un entrepreneur. Et c'est fondamental. Parce que toute la semaine passée, j'ai échangé avec pratiquement 500 personnes qui veulent se lancer dans les affaires. Et quand tu leur poses la question, vous êtes dans quelle catégorie? Étudiant, entrepreneur ou entrepreneur en devenir? Beaucoup disent entrepreneur. Maintenant, quand vous posez la question, qu'est-ce que vous entendez par entrepreneur? La moitié hésite pendant longtemps et les autres donnent des choses qui ne sont pas, peut-être pas très, je ne veux pas dire que c'est faux, mais ce n'est pas exactement la définition. Donc, je vous rappelle la définition selon iLead de ce qu'on appelle un entrepreneur. Et c'est même officiel, c'est dans le monde entier, ce n'est pas forcément pour iLead. Un entrepreneur, c'est trois catégories de choses qui constituent un entrepreneur. C'est d'abord une personne qui a la capacité d'analyser son environnement et de le scanner. Deuxième aspect, il doit être capable de détecter ou de découvrir les problèmes que rencontrent les êtres humains ou des entreprises. Et à la fin, il doit être capable d'apporter une solution.
Du coup, dès que quelqu'un vous dit qu'il est entrepreneur, vous lui posez la question, quelle est la solution que vous apportez? La personne doit vous dire clairement la solution. Et pas plus tard qu'il y a cela 10 minutes, il y a une dame qui m'a écrit, qui s'intéresse à faire une formation sur le plan marketing. Je lui ai demandé, posé la question, elle a dit qu'elle est entrepreneur. Je lui ai demandé quelle est la solution que vous proposez. Elle me dit, je fais dans les liqueurs. Est-ce que faire dans les liqueurs, c'est une solution? Il y a quelqu'un qui me dit, je fais dans le transport. Faire dans le transport, ce n'est pas la solution. Vous devez vous-même, le promoteur de la petite et moyenne entreprise que vous montez ou bien que vous dirigez, être capable de définir clairement quelle est votre solution. Parce que ça part de là. Parce que si vous n'êtes pas capable de définir exactement, de dire clairement quelle est votre solution, il va être plus difficile pour les consommateurs d'accepter que c'est la solution et de venir décider d'enlever l'argent de leur poche pour venir acheter votre produit ou votre solution. Parce que c'est de ça dont il est question. Alors, quand on a su déjà ce que c'est qu'un entrepreneur, nous devons maintenant savoir que quand on parle de plan marketing, c'est un document, c'est un canevas qui comporte 6 parties. Et pourquoi chercher à avoir ce document, ce canevas, ce guide? Tout simplement parce que les résultats sont en train de montrer que les gens qui sont déjà dans les activités, des entrepreneurs qui sont en Afrique subsaharienne, parce que quand on parle de ces études-là, les études-là n'ont pas tenu compte du Maghreb. Donc, nous n'avons pas exactement ce qui se passe au niveau du Maghreb. Tout ce qu'il y a, Égypte, Algérie, Tunisie et autres, on n'a pas de statistiques dessus. Mais tous les pays situés au sud du Sahara montrent effectivement que 78% des gens qui créent des entreprises ferment avant 5 ans. Mais cette information doit interpeller chaque personne qui a une idée, qui veut se lancer dans un business. Parce qu'en fait, il faut se dire quoi? Si 78% de personnes ferment, ça veut dire qu'il me reste 22% de réussite. Si vous faites cette soustraction-là, tout de suite, vous allez vous poser la question, pourquoi les gens ferment? Et quand vous avez la raison, ça vous permet d'éviter les choses que les gens qui ferment avant 5 ans font. Donc, vous avez ces informations-là. C'est pour ça que chaque fois que quelqu'un s'entretient avec moi, tout de suite, je lui envoie un document que nous avons eu la chance de compiler, qui s'appelle Entrepreneuriat, qui vous montre effectivement les raisons pour lesquelles les entreprises ferment avant 5 ans. Dès que vous prenez connaissance de ces raisons-là, ça vous permet d'éviter ces choses-là dans le cadre de votre business. Donc, le plan marketing a 6 parties. Et vous devez effectivement comprendre les 6 parties. Je veux rappeler ici que nous avons fait des études chacun dans son domaine. Le coach Aurélie qui nous parle à partir de la France, qui est la merveilleuse modératrice, elle est du Bénin, mais elle vit à Paris depuis très, très longtemps. Je ne sais pas ce qu'elle a étudié, peut-être le droit. Coach Anne-Dorette est en Belgique. Coach Annabelle est en Irlande. Coach Papindala est avec moi ici à Kinshasa. Coach Tommy, lui, il nous appelle depuis Douala. Coach Raphaël est de la Tunisie. Vous savez donc que les gens, chacun allait à l'université, a étudié une filière donnée. Ceux qui ne sont pas allés à l'université, au lycée, ils ont étudié soit la littérature, soit la science. Du coup, quand vous venez vous lancer dans les affaires, vous ne pouvez pas vous lancer dans les affaires comme quelqu'un qui a été spécialisé dans les affaires. Il faut être honnête, il faut être humble de reconnaître que le domaine que je vais attaquer là, ce n'est pas forcément le domaine où j'ai toute l'expertise. C'est pour ça que le coach Raphaël, vous allez certainement souffrir que je le cite à tout moment, c'est pour ça que le coach Raphaël nous a dit, si vous êtes dans le domaine du marketing comme le coach Mani, vous devez chercher à avoir une idée de ce qui se passe dans la comptabilité. Vous ne pouvez pas forcément devenir un expert en comptabilité comme le coach Gideon, comme le coach Johnsley, comme le coach Simpli et les autres. Mais vous devez quand même avoir une idée de ce qui se passe là-bas pour que quand le comptable vous appelle les tableaux financiers, que vous ne voyez pas ça comme le chien qui regardait la télé. Les 6 parties du plan marketing sont les suivantes. La première partie, c'est ce qu'on appelle l'analyse de l'environnement. Dans le plan de vie, lorsque vous décidez, par exemple, que je vais aller en France l'année prochaine, si c'est votre projet, vous devez faire votre état aujourd'hui, le jour que vous avez pris la décision que je veux aller en France l'année prochaine. Vous faites votre situation aujourd'hui, dans le cadre du plan de vie. Si une jeune fille veut se marier, elle dit, je vais me marier en 2023.
Il faut qu'elle fasse l'état de sa situation aujourd'hui. En anglais, on appelle ça situation analysis. Donc, elle fait l'état, j'ai quel âge, j'ai quel diplôme, j'ai quel temps, j'ai quel comportement. Elle analyse tout ça. Elle dit, OK, je vais me marier. Pour aller se marier, il faut changer quoi sur ces états que j'ai aujourd'hui? Tout le monde le fait. Dans l'entreprise, c'est la même chose. Vous voulez avoir des objectifs pour améliorer soit votre chiffre d'affaires, soit les ventes, soit le bénéfice, soit la rentabilité. Vous devez faire votre situation aujourd'hui, analyser votre situation aujourd'hui. Et là-bas, dans le cadre des PME des entreprises, vous faites ce qu'on appelle l'analyse de l'environnement macroéconomique et l'analyse de l'environnement microéconomique. Je ne vais pas beaucoup passer le temps, parce que le temps qui m'a été donné est très limité. Donc, je ne veux pas trop insister sur l'analyse macroéconomique, parce que c'est des choses que chacun peut trouver sur Internet. Vous entrez dans Google, vous tapez analyse PESTEL, P-E-S-T-L-E. Les résultats vont sortir et vous allez lire qu'est-ce qu'on fait pour analyser la situation politique, économique, sociale, technologique, légale d'un pays. Vous avez ces informations. Maintenant, je vais commencer par l'analyse micro. L'analyse micro, c'est une analyse où le propriétaire de la PME a la capacité de modifier quelque chose, d'intervenir sur certains leviers pour modifier ou actionner certaines choses. Ce qui n'est pas le cas dans le cadre de l'analyse macro. Parce que l'analyse macro ne dépend pas de vous. C'est des forces externes, ça dépend du gouvernement, ça dépend de la nature, ça dépend des contraintes externes. Mais l'analyse micro, c'est des informations qui sont dans votre secteur d'activité. Si vous êtes dans le secteur brassicole, vous devez prendre les informations sur ce secteur-là. Si vous êtes dans le secteur cosmétique, vous devez prendre les informations sur le secteur-là. Si vous êtes dans le secteur du transport ou de télécom, vous devez prendre des informations. Il s'agit de quoi? Il s'agit premièrement d'analyser vos collaborateurs. Le coach Raphaël nous a dit, et c'est clair, vous ne pouvez pas atteindre votre rêve seul. Vous avez beau faire des objectifs, vous ne les atteindrez jamais seul. En dehors du fait que vous avez besoin d'avoir un mentor, un coach ou un guide ou un modèle, vous devez avoir des collaborateurs et des partenaires. Alors, si vous créez une entreprise aujourd'hui, une PME aujourd'hui, qui se trouve à Upen, qui est un quartier de Kinshasa, vous devez être accompagné de quelques personnes qui vont vous aider à travailler. Ces personnes, vous les appelez collaborateurs ou employés. Sachez qu'au moment où le Seigneur vous a inspiré, vous a donné cette belle idée de créer une entreprise, ça veut dire que le Seigneur vous a donné une vision. Mais maintenant, vous voulez donc courir pour atteindre votre rêve. Mais retenez que le rêve, quand vous voulez l'atteindre, le vôtre, vos collaborateurs aussi ont leurs rêves. Donc, la première question que vous devez vous poser, c'est que est-ce que mes collaborateurs sont-ils capables d'atteindre leurs rêves pendant qu'ils m'aident à atteindre le mien? Cette question est fondamentale. Et si vous ne la posez pas, vous allez avoir autour de vous des gens qui ne sont pas motivés. Vous avez l'impression que le message ne passe pas, que les gens ne donnent pas le meilleur d'eux-mêmes. Et ça montre effectivement que si vous ne le faites pas, vous avez un niveau de leadership qui n'est pas élevé et du coup, vous passez le temps à être un manager, un commandeur, quelqu'un qui blâme tout le temps, qui ne comprend pas pourquoi les chiffres ne marchent pas, qui crie sur tout le monde et les choses ne marchent pas. Première question, questionnez vos collaborateurs, causez avec eux, discutez avec eux pour savoir quels sont leurs rêves. Parce que si vous ne connaissez pas les rêves de vos collaborateurs, vous ne pouvez rien faire pour qu'ils aient une motivation totale. Je voulais vous rappeler que l'augmentation de salaire n'a jamais été une motivation. Parce que les gens pensent que non, je paye leur salaire et puis ils doivent être motivés. Non, ce n'est pas ça. Les motivations, c'est autre chose. On peut faire toute une conférence dessus. C'est d'abord les conditions de travail. C'est des possibilités d'avoir un profil de carrière. Que quelqu'un sache que je vais être ici en tant que sentinelle. Sentinelle, c'est en RDC. En Afrique centrale, on appelle agent de sécurité. Que quelqu'un sache que je peux commencer sentinelle. Et si je donne le meilleur de moi-même en tant que sentinelle, je peux passer étape par étape. Peut-être je peux devenir même chef de bureau un jour plus tard. Il faut que ça soit clair et ça soit bien défini. Maintenant, quand vous avez fait au niveau des employés, vous devez regarder vos consommateurs. Pour regarder les consommateurs, la première des choses, c'est que vous devez savoir ce qu'on appelle un potentiel. Quel est ce qu'on appelle le potentiel de votre marché? Parfois, des gens commencent dans des secteurs où le potentiel du marché est égal à 1 million de personnes. Mais ils se contentent à vendre à des centaines de personnes. Si vous ne savez pas calculer le potentiel, allez vers quelqu'un qui sait le faire. Le potentiel du marché, c'est l'ensemble des personnes qui peuvent acheter votre produit ou votre service. Ne commencez aucune affaire, ma chère famille,
sans connaître le potentiel de votre marché. Dans tous les cas, c'est le potentiel qui vous permet d'avoir quel est l'objectif que tu peux fixer. Si tu arrives dans un marché qui est saturé, si tu ne connais pas que le marché est saturé, tu vas te lancer, tu vas faire tous les stratégies, tu ne vas pas vendre. Donc, c'est important de savoir que dans ce marché-là, le potentiel est grand. Alors, j'ai la possibilité, n'est-ce pas, de mettre mes objectifs là où je veux. Donc, vous calculez le potentiel du marché, vous étudiez le comportement des consommateurs, vous étudiez effectivement leurs habitudes de consommation, vous étudiez leur localisation, vous étudiez leur niveau de revenu, vous étudiez leur tranche d'âge, vous faites beaucoup d'études là-dedans. Ça vous permet d'avoir assez d'informations sur le consommateur parce que c'est lui qui doit consommer votre produit. Vous étudiez leurs besoins. Pour ceux qui sont dans l'école de coach, ils savent qu'il y a quelque chose qu'on appelle là-bas les 6 besoins humains. C'est fondamental pour vous de savoir quels sont les besoins de vos consommateurs. Parce que quand vous connaissez les besoins de quelqu'un, c'est plus facile de les adresser. Mais si vous ne connaissez pas ces besoins, vous allez lui proposer des choses pensant que vous avez la qualité, mais c'est lui qui est juge. C'est pour ça que c'est important de définir qui dit ce qu'on appelle valeur. Beaucoup d'entreprises se sont trompées. Parce que quand vous rentrez dans vos laboratoires, avec vos collaborateurs, vous produisez quelque chose. Et vous définissez la valeur. Ce n'est pas vous qui définissez la valeur. Je suis désolé. La valeur est définie par le consommateur. C'est lui qui dit, ce produit, je le trouve comme ceci. Ce service, voici comment je le trouve. Donc, il est important d'étudier le consommateur. À côté du consommateur, vous devez étudier vos concurrents. C'est important. Vous devez connaître le nombre de concurrents que vous avez dans votre secteur. Vous devez connaître leurs forces, leurs faiblesses. Vous devez connaître leur politique commerciale. Vous devez connaître leur offre. Parce que si tu ne connais pas tes concurrents, parce qu'en réalité, quand vous arrivez dans un secteur, vous devez comprendre que vous n'allez pas créer des consommateurs nouveaux. Non, non, il faut que ça soit clair. Vous entrez dans un secteur, vous ouvrez votre business. Les premières personnes qui viennent consommer dans votre point de vente, c'est les gens qui ont l'habitude de consommer des produits similaires. Et en fonction de la qualité de votre produit, de votre service, vous allez rester avec certains qui vont devenir des consommateurs fidèles chez vous. Donc, du coup, vous devez comprendre ce que l'autre fait pour que vous fassiez soit la même chose, mais avec ce qu'on appelle un élément de différenciation. Coach Tommy fait les cours d'anglais. Maintenant, si je vais me lancer dans les cours d'anglais, qu'est-ce que je vais faire et que Coach Tommy ne fait pas encore? Il y a Adidas, il y a Nike qui offre déjà des équipements sportifs. Moi, Annabelle, quand je viens avec Bezatelli, qu'est-ce que j'ajoute de plus que Nike n'a pas? Parce qu'il faut que je prouve à mes consommateurs que chez moi, c'est différent. Pour qu'ils acceptent quitter là où ils sont pour venir chez moi. Après avoir étudié les consommateurs, vous pouvez faire ce qu'on appelle aussi un SWOT analysis, c'est-à-dire l'analyse des forces et des faiblesses de votre entreprise, des opportunités et des menaces. Vous pouvez aussi aller analyser l'environnement microéconomique avec ce qu'on appelle les 5 forces de Michael Porter. C'est ça qu'on appelle donc l'analyse de la situation actuelle. Lorsque vous avez terminé dans cette partie qui est fondamentale, parce que si vous ne le faites pas, vous ne pouvez pas faire autre chose. Vous terminez cette partie, vous arrivez donc à ce qu'on appelle la fixation des objectifs. Il a été dit, donc partout on vous dit que les objectifs doivent être smart. Je ne vais pas entrer dans plein de détails, de détours d'école, mais sachez une chose, c'est que vos objectifs doivent être très grands et que les objectifs ne sont pas toujours faits pour être atteints. Si vous fixez vos objectifs petits, et si vous ne les atteignez pas, vous aurez un résultat plus petit. Je prends toujours un exemple par rapport à nous sommes des parents. Si un de vos fils vient vous demander 10 000 francs CFA, c'est-à-dire $20, vous ne pouvez pas lui donner 50. Ça veut dire que chaque fois qu'on demande quelque chose, on reçoit soit la chose demandée, soit moins que ça. Donc, du coup, si vous faites vos objectifs, il faut que ça soit grand. Et l'entrepreneur ne doit pas avoir peur des chiffres. L'entrepreneur ne doit pas avoir peur du million de dollars. L'entrepreneur ne doit pas avoir peur de 100 000 dollars. L'entrepreneur ne doit pas avoir peur de 10 millions, de 50 millions, de 1 milliard. Mais maintenant, le challenge, c'est quand tu as fixé l'objectif, c'est qu'est-ce que je fais pour atteindre l'objectif. C'est ça qu'on appelle donc la stratégie. La stratégie n'est rien autre que toutes les actions ou toutes les activités qu'on mène pour atteindre un objectif qu'on a fixé. Donc, si vous allez dans le dictionnaire français, vous allez certainement trouver une littérature là-bas qui définit la stratégie. Mais moi, je voulais partager avec vous celle-ci, c'est-à-dire tout ce qu'on fait pour atteindre un objectif, on appelle ça stratégie. Et vous serez surpris de se demander pourquoi les gens vont à l'université faire 5 ans pour aller étudier l'option marketing seulement, alors que tout est basé, une bonne partie est basée sur la stratégie.
La stratégie, c'est 4 choses seulement. 4. Appelez dans le secteur télécom, Airtel, Vodacom, Africell, MTN, Orange. Toutes ces multinationales font la même chose. Appelez dans le secteur brassicole, les brasseries du Cameroun, Guinness, Bralima, Bracongo. Toutes les multinationales font la même chose. Elles appliquent les 4 stratégies dont je vais vous parler tout à l'heure. La première stratégie s'appelle le développement du produit. La deuxième stratégie s'appelle la pénétration. La troisième s'appelle la diversification. Et l'autre s'appelle le développement du marché. Toutes les activités que vous voyez sur le terrain, vous devez être capable d'identifier que cette activité que MTN est en train de faire en ce moment, ça entre dans quel cadre? Est-ce que c'est le développement du produit, le développement du marché, la diversification ou la pénétration? Donc voilà, vous devez connaître ça. Vous ne pouvez pas vous lancer dans un marché sans savoir ce qu'on appelle le développement du produit, sans savoir ce qu'on appelle le développement de la pénétration ou le développement du marché. Maintenant, je vais expliquer très brièvement chaque stratégie. Alors, ça dépend de 2 choses. La stratégie dépend le choix d'une stratégie dépend de 2 choses. Premièrement, de votre produit. Est-ce qu'il est nouveau ou est-ce qu'il existe déjà? Et du marché. Est-ce que c'est un marché qui existe déjà? Est-ce que c'est un nouveau marché? Quand on parle de développement du produit, c'est que vous devez tout faire. Prenons le cas de quelqu'un qui se lance pour la première fois. Vous venez de lancer votre business. Vous avez un nouveau produit ou un nouveau service. La première étape dans la stratégie, c'est ce qu'on appelle la segmentation. Vous devez diviser votre marché. La deuxième étape, c'est ce qu'on appelle le ciblage. Vous devez choisir des segments parce que segmentation, ça veut dire diviser. Vous pouvez diviser, vous avez ce qu'on appelle des segmentations géographiques, vous avez des segmentations en revenus, vous avez des segmentations en tranche d'âge, vous avez des segmentations, donc ça dépend. Quand vous terminez la segmentation, vous devez choisir des segments par lesquels vous allez commencer parce que ce n'est pas tout le monde qui va commencer qui va acheter votre produit. Donc, vous commencez par certains segments. Et il y a des segments qui sont plus importants que les autres. Quand vous avez terminé ce qu'on appelle le ciblage, vous devez donc positionner votre marque. Est-ce que c'est une marque VIP? Est-ce que c'est haut de gamme, moyen de gamme ou bas de gamme? Vous devez vous-même définir cela. Quand vous avez terminé cela, première chose dans la stratégie, les gens doivent connaître votre marché, votre produit ou votre service. C'est ça qu'on appelle awareness. Awareness veut dire la notoriété, la connaissance. Si les gens ne sont pas informés, si les gens ne connaissent pas votre produit, ils ne vont pas l'acheter. Et c'est pour ça que vous devez savoir et constater que chaque fois que vous lancez un nouveau produit, les gens doutent de votre produit et c'est normal. Ça ne doit pas vous inquiéter et c'est tout à fait normal. Quand vous entrez dans les besoins humains, le coach Raphaël vous parle de ce qu'on appelle le besoin de certitude. Pourquoi voulez-vous lancer un nouveau produit sur le marché et que vous voulez que tout le monde entier s'affole pour venir acheter? Au nom de quoi? Les gens doutent de votre produit parce qu'ils ne le connaissent pas, parce qu'ils n'ont pas la certitude. Ils ne sont pas sûrs, ils ne sont pas convaincus qu'ils seront satisfaits, que leur besoin va être atteint. Donc, vous devez vous-même vous dire, OK, comme mon produit n'est pas encore connu, qu'est-ce que je dois faire pour que mon produit soit connu? Donc, à la phase de lancement, vous devez comprendre que vous êtes dans une phase où vous devez continuer à dépenser de l'argent. Ma chère famille, vous devez comprendre une chose. Quand vous voulez vous lancer dans un secteur, il y a 2 phases d'investissement. 2. Il y a une première phase d'investissement que vous commencez à partir du jour que Dieu vous a donné l'inspiration de vouloir créer le business. Et cette phase-là se termine le jour où vous faites le lancement. Donc, tout ce que vous avez fait, louer les bureaux, acheter les chaises, recruter les gens, réfléchir, aller à la production ou faire des achats, c'est la première phase d'investissement. Et beaucoup d'entrepreneurs se trompent en croyant que l'investissement s'arrête là-bas. Non. L'investissement continue dès le jour que la deuxième partie de l'investissement continue le jour où vous avez lancé votre produit sur le marché. Et ça va prendre des mois ou des années selon le type de produit ou le type de service que vous avez. Ça fait donc que quand vous venez d'ouvrir une boutique, vous avez mis 200 ordinateurs dedans. Vous avez 2 jeunes filles qui vous aident à vendre. Le premier mois, vous vendez 10 ordinateurs. Est-ce que le prix des 10 ordinateurs, la marge, c'est-à-dire le bénéfice que donne chaque ordinateur, multiplié par les 10 ordinateurs que vous avez vendus pendant le mois, est-ce que vous pensez que ça va couvrir les charges du premier mois? Non.
Vous restez donc dans la phase d'investissement parce que vous devez obligatoirement payer les salaires des gens qui travaillent. Vous devez payer l'eau, l'électricité, payer le loyer et effectivement payer les dépenses publicitaires qui vont vous permettre que l'ensemble des personnes connaissent votre produit. Donc, c'est fondamental de savoir que la phase d'investissement ne se limite pas le jour où vous ouvrez votre boutique. La phase d'investissement va se terminer le jour où votre produit commence à amorcer ce qu'on appelle la phase de croissance, parce que le produit a un cycle de vie comme nous, les êtres humains. Nous naissons, nous sommes des bébés, après on dit que nous sommes des enfants, après nous sommes des jeunes, après nous sommes des adultes, après nous sommes des matures, et puis on va mourir. Le produit exactement à ce cycle de vie, que ce soit le produit, que ce soit le service. Donc, il y a une phase d'introduction, il y a une phase de croissance, il y a une phase de maturité, et il y a une phase de déclin. Donc, la stratégie, au niveau de la phase de lancement, quand vous débutez, vous devez forcément dépenser beaucoup d'argent pour communiquer. Et vous devez avoir quelqu'un pour vous accompagner, pour vous dire comment communiquer. Donc, la communication aussi fait partie de la stratégie. Comment est-ce que vous allez communiquer pour atteindre vos cibles? Donc, généralement, dans cette partie-là, il y a 3 types de communication. Je vais parler en détail. Vous avez ce qu'on appelle le ATL, c'est-à-dire communication média. Vous avez télé, mass média, télé, radio et autres. Vous avez ce qu'on appelle le BTL, qui est effectivement les actions sur le terrain, la visibilité, les événements et autres. Et vous avez le TTL, qui est le True de Line Marketing, c'est-à-dire les communications dans les réseaux sociaux. Donc, ce n'est pas ça notre sujet aujourd'hui, mais sachez quand même que ça entre dans la stratégie parce que ça vous permet de vous faire connaître. Si vous ne passez pas par là, vous n'allez pas vous faire connaître. Alors, au niveau du développement du produit, vous avez 4 P, qu'on appelle le marketing mix. Vous devez insister sur les 4 P si c'est un produit et sur les 7 P si c'est un service. Ça va vous permettre de développer le produit. Quand vous terminez là-bas, vous allez au niveau de la pénétration. La pénétration veut dire vendre plus chez des consommateurs qui existent déjà. Là, c'est par exemple quand vous allez dans les bars, vous avez les Heineken, où on dit, au Congo, on appelle ça action. Au Cameroun, en Côte d'Ivoire et autres, on appelle ça promotion. On vous dit, généralement, c'est Bogoff. Bogoff veut dire buy one and get one free. Donc, vous achetez une Heineken, on vous donne une Heineken supplémentaire. Ça permet aux gens qui sont des consommateurs de Heineken de consommer encore plus de Heineken. Ça, c'est la pénétration. Le développement du marché, et c'est là où les Africains, on a un problème sérieux, le développement du marché. Vous allez voir, si vous trouvez 100 entrepreneurs, 90% font le business rien que dans la ville où ils sont. Je suis un homme d'affaires. Ton affaire est où? C'est seulement à Kinshasa. Kinshasa, c'est 24 communes. Peut-être le gars, il est coincé dans une seule commune, une seule boutique. Il dit qu'il est un homme d'affaires. Le développement du marché veut dire que vous devez saisir l'explication que le coach d'affaires nous a donnée qui parle du volume. C'est-à-dire que si vous voulez véritablement être un homme d'affaires convaincu, un homme d'affaires qui réussit, si vous êtes présent à Kinshasa, si vous êtes présent à Gombe, vous devez vous dire, il me reste 23 communes, comment est-ce que je fais pour attaquer les 23 communes? Dès que vous avez terminé les 23 communes, vous êtes totalement présent dans la ville de Kinshasa, vous demandez là, qu'est-ce que je fais pour aller à Lubumbashi? Parce que la capitale économique, vous ne devez pas être à la capitale politique et ne pas être à la capitale économique là où l'argent est supposé circuler plus. Dès que vous terminez à Lubumbashi, vous regardez maintenant les 24 autres provinces qui restent parce que la RDC a 26 provinces. Même chose au Cameroun, même chose au Tchad, même chose en Côte d'Ivoire, même chose en France. Maintenant, quand vous avez terminé de couvrir votre pays, vous regardez les marchés qui sont autour. Vous avez maintenant, avec Internet, vous pouvez vendre aux États-Unis. Étant à Kinshasa, vous pouvez vendre en France, vous pouvez vendre chez coach Andoret qui est en Belgique. Vous êtes ici à Kinshasa. Posez la question comment je le fais. C'est ça qu'on appelle le développement du marché. Et enfin, la diversification. Mais sachez que vous ne pouvez pas vous diversifier si vous êtes au début de l'activité. La diversification vient à la fin, quand vous êtes déjà convaincu, quand vous êtes déjà connu, la marque est connue, la marque est utilisée régulièrement, et puis vous dites, OK, je peux ajouter autre chose. Je vous donne un exemple de diversification. En Angleterre, il y a une chaîne, une entreprise qui fait dans l'aéroport, comment on appelle ça? Une compagnie aérienne. Ça s'appelle low cost. À un moment donné, ils s'étaient spécialisés à réduire un peu les prix par rapport aux autres compagnies. Ils ont eu beaucoup de clients. Mais ils se sont dit, mais tous les clients qu'on porte là, quand ils arrivent à destination, qu'est-ce qu'ils vont où? La réponse est simple. Ils vont dans les hôtels pour faire des affaires.
pour leur séjour, les conférences, les séminaires, ils ont dit on crée une chaîne d'hôtels qui s'appelle low cost. C'est ça qu'on appelle la diversification. Où vous ne laissez pas. C'est-à-dire que vous quittez un peu de votre activité de base pour créer à côté une autre activité. Et ça va vous servir parce que vous avez déjà une notoriété, vous avez déjà une connaissance, vous avez déjà des gens qui savent la qualité de votre service, vous avez déjà un prestige, une image, une réputation et ça vous accompagne dans la diversification. Lorsque vous avez terminé dans les 4 stratégies, il vous reste, et je termine dans 2 minutes, il vous reste dans ce qu'on appelle voter un budget qui va effectivement accompagner la stratégie. Et le dernier élément, c'est donc ce qu'on appelle les éléments de contrôle. Mais sachez que la partie la plus importante dans la stratégie, mes chers amis, ce n'est pas forcément de définir la stratégie, mais le plan d'implémentation de la stratégie. Quand on parle de plan d'implémentation de la stratégie, c'est qui doit vendre et comment? Qui doit s'occuper de la distribution et comment? Dans la plupart des cas, vous ouvrez une boutique. Est-ce que c'est vous qui vendez à la boutique? 80% des cas, ce n'est pas vous. C'est des vendeurs. Alors, qu'est-ce que vous avez fait de ces vendeurs-là? Sont-ils formés? C'est la question. Savent-ils ce qu'on appelle la satisfaction du client? C'est la question. Savent-ils l'impact du fait que le point de vente n'est pas propre? Je ne suis pas sûr. Connaissent-ils ce qu'on appelle la base de données des clients? Je ne suis pas sûr. Connaissent-ils ce qu'on appelle la relation client? Je ne suis pas sûr. Maintenant, est-ce que vous allez vendre rien qu'avec vos employés qui sont dans votre point de vente ou vous allez avoir des partenaires externes, une force de vente externe qui va vous accompagner à vendre? Il faut définir ça au départ et définir comment ça se fait concrètement sur le terrain. Voilà, en quelques minutes, le résumé de ce qu'on appelle plan marketing. Généralement, si j'ai 6 heures de temps, je peux aller dans les détails et explorer plus d'explications. Je vous remercie pour la qualité de votre écoute. Wow! Merci beaucoup, Coach Mani. Mes cœurs pour Coach Mani. Vraiment, c'était formidable. Formidable. On va laisser un peu quelques minutes aux questions-réponses. Est-ce qu'il y a des questions? Coach Alain Chimie? Est-ce que le coach Alain a une question? Sinon, on prendra le coach Fidéon. Oui, bonjour à tout le monde et merci beaucoup pour cette brillante exposition. Vraiment, il y a du contenu, il faudra approfondir. Moi, ma question, c'est juste, je n'ai pas bien noté, c'est le BESTEL, vous avez dit B-E-S-T-E-L, pour connaître l'analyse du marché, les capacités de trucs. Donc, c'est ça que je voulais avoir plus de précision là-dessus. BESTEL. BESTEL. Politique, économique, B veut dire politique, E veut dire économique, S veut dire social, T veut dire technologique, L veut dire légal et le E veut dire environnement. Vous analysez tout ça, c'est ça qu'on utilise pour analyser la situation macroéconomique d'un pays. D'accord. Et ma toute deuxième explication, vous avez dit que la macroéconomie ne dépend pas du personne, mais ça dépend de l'environnement et de tout ce qui est extérieur. Vous avez parlé de la politique du gouvernement et tout le reste. Comment on arrive à mettre le doigt vraiment sur tout ça là? Parce que bon, tout ce qui est extérieur, on n'a pas le temps forcément de tout analyser. Merci. Coach Aurélie, je peux? Oui, bien sûr. Bien sûr. OK. En réalité, l'environnement macroéconomique, comme je l'ai dit, ne dépend pas de la PME. Je prends un exemple simple. Je vends des machines pour l'agriculture, parce que actuellement, on parle de déploiement de l'agriculture industrielle en Afrique. Je dis, je vais me positionner, j'achète les machines en Chine, en Turquie, à Dubaï. Je viens installer à Kinshasa et j'attends que les gens qui ont des fermes, ce qu'on appelle ailleurs les champs,
Ils vont venir acheter ces appareils-là. Maintenant, si je n'étudie pas la situation politique de la RDC, savoir si la situation politique est stable, c'est-à-dire que quand on nomme des gouvernements, est-ce que ces gouvernements sont capables de faire 2 ou 3 ans? Parce que chaque fois, dans un pays où on change le gouvernement tout le temps, ça crée de l'instabilité politique et ça fait en sorte qu'un ministre peut venir aujourd'hui et dire, OK, on augmente les taxes sur l'importation des machines. Vous voyez que cela va avoir un impact négatif sur votre business et vous ne pouvez rien parce qu'en fait, c'est l'État qui décide là-bas. Mais c'est important pour vous de savoir quand même cela. Donc, c'est important de savoir que quand on parle d'analyse de la situation politique, il s'agit de regarder telle chose. Regardez le côté social. Quand on parle d'analyse de la situation sociale d'un pays, en RDC, la première des choses que vous devez savoir, c'est la population. Elle est estimée à combien dans tous les pays? Maintenant, quand vous savez que voici le nombre d'habitants, ensuite vous pouvez étudier le comportement de la population. Il y a dans certains pays où les consommateurs n'aiment que les produits qui sont faits ailleurs. Moi, j'ai passé 5 ans en N'Djamena. Tout ce qui vient, tout ce que la communauté camerounaise consomme, la plupart des gens qui sont en N'Djamena veulent consommer. Vous voyez, tout ce qui vient à l'extérieur, les gens ils sont contents. Mais tout ce que un Tchadien fait, alors que c'est très bien fait, parfois largement supérieur à ce qui vient à l'extérieur, les gens ne croient pas. Donc, quand vous êtes dans un pays, vous devez étudier ça. Vous qui venez vous installer, vous devez étudier le côté social. Là. Maintenant, le côté technologique regarde 2 aspects. Vous avez le développement des infrastructures, vous avez le développement des TIC. Aujourd'hui, quel que soit le business que vous voulez faire, il est important pour vous de savoir quel est le nombre de personnes qui ont le téléphone portable, quel est le nombre de personnes qui sont connectées, quel est le nombre de personnes qui ont accès aux réseaux sociaux. Parce que ça a une implication dans ta stratégie digitale que tu vas proposer. Tu peux vendre un produit à Kinshasa, tu ne tiens pas compte de la communication digitale, alors que l'ensemble de tes clients sont là-bas. C'est là-bas qu'il faut aller les chercher. Là-bas, tu atteins un grand nombre. En même temps, ça coûte moins cher. Donc, vous savez que, quand je termine par là, vous savez, quand on vous dit qu'il faut communiquer, quand on communique, à la fin, il faut faire une évaluation. On évalue une campagne de communication sur 3 aspects. Premièrement, ce qu'on appelle le coverage. Le coverage, c'est-à-dire le nombre de personnes que la publicité ou la communication a touché. Deuxièmement, il y a ce qu'on appelle le cost, ça a coûté combien. Et troisièmement, ce qu'on appelle de conversion rate, c'est-à-dire le taux de conversion. Combien de personnes qui ont vu la publicité sont venues acheter ton produit. Donc, ça, c'est des choses qui sont très importantes, d'aller et regarder quel est le nombre de personnes qui ont accès sur Internet. Voilà ce que je peux donner comme réponse. Merci, Coach Mani. Coach Fidéon, ça vous convient? Oui, je suis tout à fait satisfait et je le remercie infiniment. Et s'il peut nous mettre au document entrepreneuriat pour nous faire partager, ça sera toujours une bonne chose. Merci. Ça sera fait. Je vais envoyer au coach Raphaël de la Tunisie et il va envoyer à toutes les personnes qui sont connectées en ce moment. OK, merci. Nous avons le coach Nelson aussi qui voudrait poser une question. Coach Nelson, à vous la parole. Bonjour à tous. Bonjour, désolé pour ma caméra, je suis un peu dans un endroit assez sombre. Bon, voilà. En fait, je suis au chantier. Excusez-moi pour le derrière. Donc, je disais, j'ai essayé d'écouter le coach concernant l'analyse micro et macroéconomique de la situation entrepreneuriale. Et il y a l'analyse micro en particulier, parce que c'est cette partie-là que moi, personnellement, je ne l'ai pas encore maîtrisée. Quitte à ce qu'en ce moment, j'ai beaucoup de difficultés à comprendre ou bien peut-être à maîtriser le profil de, je peux dire quoi, du collaborateur avec qui je vais travailler parce que je suis assez méfiant, ainsi de suite. Est-ce que cela peut avoir une résolution, coach? OK. Ça, c'est une très bonne question. Sur quel point, par exemple, je devais beaucoup plus me baser? OK. Très bonne question, tout comme l'ensemble des questions qui ont été posées. Je dois vous dire que cette question-là, moi-même, je la posais pendant beaucoup d'années et ce n'est que
depuis 2 ans que j'ai eu la réponse par rapport à l'école où j'avais pris l'engagement d'aller ajouter de la valeur. En réalité, vous n'êtes pas certainement la meilleure personne à recruter pour vous. Parce que pour recruter, vous devez d'abord savoir. En réalité, pour recruter, vous devez d'abord bien vous connaître vous-même et connaître le type de personnes qu'il vous faut. Vous allez vous rendre compte que ce que je vous dis là est très pertinent. Les multinationales sont incapables de recruter pour elles-mêmes. Orange, MTN, Vodacom, Nestlé, tous ces entreprises n'ont pas la capacité de recruter parce que ce n'est pas leur domaine de prédilection. Ils ne sont pas des experts dans le recrutement. Pour recruter quelqu'un, il faut connaître la personne. Et il faut amener la personne à adhérer à ta vision. C'est la chose la plus compliquée dans le monde entier. C'est-à-dire que vous avez votre vision, vous allez chercher quelqu'un à l'extérieur et vous voulez que la personne-là accepte votre vision et donne le meilleur de lui-même pour atteindre votre vision. Ce n'est pas une tâche aisée. Donc, le seul conseil que je peux vous donner pour le moment, c'est d'entrer à l'école de coach qui va vous permettre de comprendre ce qu'on appelle les 6 besoins humains. Parce que si vous connaissez les 6 besoins humains, vous serez donc capable, quand des gens viennent vers vous, de découvrir quels sont leurs besoins et savoir que si vous êtes avec eux, vous allez actionner sur tel levier pour combler leurs besoins afin qu'ils aient une motivation totale. Voilà ce que je peux dire pour le moment. Merci, coach Mani. D'accord, merci. Coach Nelson, c'est bon? Ok, merci. Oui, c'est bon, madame. Merci bien, coach. Et aussi, concernant les stratégies, bon, je peux dire, j'aimerais avoir le document dont vous avez parlé, s'il est disponible afin de mûrir mon idée sur la question, parce qu'il est encore flou. Je pourrais éventuellement poser une question là maintenant, mais je crains de ne pas vraiment toucher le fond de la chose. Donc, j'aimerais avoir le document dont vous avez parlé, afin que pour une éventuelle question après. Merci bien. Écrivez votre numéro dans le chat. Le coach Raphaël va s'occuper de me communiquer. Je vais vous donner tous les documents nécessaires pour maîtriser la stratégie. OK. Merci bien, coach. Nous avons une question du coach David. Coach David, la parole est à vous. Merci beaucoup. Merci, bonsoir tout le monde. Coach Mani, merci pour cette brillante exposé. J'ai eu une préoccupation quand vous parliez sur la stratégie. Il y a la stratégie interne et la stratégie externe. Moi, je voudrais plus insister sur la stratégie interne. Quand est-ce qu'on échange vraiment avec ses collaborateurs sur ce qu'ils ont aussi comme rêve à réaliser dans le rêve que l'initiateur ou les visionnaires de l'entreprise voudraient réaliser? Parce que avec la petite expérience que j'ai, que vous connaissez peut-être, c'est que à force de trop parler de foi avec les collaborateurs, parce qu'il y en a les collaborateurs cadres, il y a aussi des exécutants, c'est avec quelle catégorie on peut engager cet échange-là, de savoir quels sont les rêves que tel ou tel collaborateur pourrait atteindre. De peur qu'on ne tombe pas dans une sorte de promesse politique ou électoraliste où les gens pourraient espérer, voyant la petite évolution de l'entreprise, et ils commencent à présenter différents besoins pour dire que voilà, c'est moi ici, on a réalisé ceci, donc il faudrait que nous puissions, comment est-ce qu'on peut faire à ces moments-là? À quel moment on doit engager cet échange-là et à quelle catégorie du personnel ou des collaborateurs devrait-on discuter sur les rêves à réaliser dans une structure qui est mise ensemble? Merci, coach David. Alors, la réponse, elle est très simple. Vous savez, l'information a un poids. Il faut que je donne un exemple pour que tout le monde comprenne. Si vous êtes cadre dans une multinationale, vous gagnez $10,000 et vous arrivez un lundi matin, vous recevez un mail qui vous informe que votre travail va s'arrêter le lendemain. Cette information, si vous arrivez à la maison, vous dites à votre épouse tout de suite que mon travail est fini, vous réunissez tous les enfants,
vous pouvez avoir quelqu'un qui peut avoir une crise cardiaque à la maison, tout simplement parce qu'ils ne sont pas préparés tous à recevoir ce type d'informations. Quand vous êtes chef d'État et que vous avez négocié des crédits de 200 milliards de dollars et que vous avez fait la promesse aux populations et que les partenaires financiers à la dernière minute n'ont plus validé le crédit, vous ne pouvez pas vous pouvez pas faire une conférence à la télé pour informer toute la population. Forcément, il y a des gens qui vont mourir parce qu'il y a des gens qui ont attaché un gros espoir. Il y a des gens qui ont dit ah, leur vie va avoir enfin un sens par rapport à cette information-là. Du coup, il y a des informations qu'il ne faut pas partager à tout le monde dans une entreprise. Je vais prendre, par exemple, les informations sur le chiffre d'affaires réalisé à la fin d'année et le bénéfice réellement réalisé. Cette information doit être partagée au cadre et au cadre supérieur. Parce qu'eux, ils ont une certaine maturité. Ils peuvent digérer l'information. Et c'est pour ça que pour le faire, pour que ça ne vous prenne pas beaucoup de temps vous-même, aujourd'hui, quand je conseille, quand je partage avec des chefs d'entreprise, je leur dis, beaucoup disent que je fais le marketing de iLead. En principe, je ne suis pas sûr que je fais ça. Je pense que je leur fais du bien. Si vous avez quelqu'un qui est déjà cadre dans votre entreprise, il faut que la personne fasse l'école des affaires, l'école de coach. Votre travail va être très allégé en tant que manager, en tant que le leader numéro 1 de l'entreprise. Parce que quand la personne va faire l'école des affaires et l'école de coach, il va comprendre beaucoup de choses. Il va comprendre d'où est-ce qu'on tire le bénéfice. Vous pouvez faire un chiffre d'affaires de 1 million de dollars alors que votre bénéfice n'est que 50 000 dollars. C'est possible. Ça dépend de quelle activité que vous faites. Si je vous prends l'exemple de mon activité que je fais, nous gagnons des marchés avec les multinationales. Tu peux gagner un marché de 100 millions de francs CFA, c'est-à-dire 200 000 dollars. Tu n'as que 5 millions de marge. Mais les collaborateurs qui viennent travailler, quand ils entendent 100 millions, chacun vient du coup avec son rêve que, bon, tu as 100 millions, si j'ai 5 millions, c'est bien. L'autre dit que si j'ai 7 millions, ils ne savent pas qu'une bonne partie, pratiquement la quasi-totalité de l'argent va dans l'exécution du projet. Donc, cette information-là, il faut la garder et partager à une catégorie de personnes qui peuvent supporter le coût des événements. Il peut aussi être facile pour eux de comprendre que vous avez beau réaliser 50 000 dollars, mais vous voulez réinvestir ces 50 000 dollars pour que l'année prochaine, le bénéfice augmente, que vous soyez à 150 000 dollars pour que chaque année, ça augmente plus pour chaque personne. Voilà ce que je peux dire par rapport à ça. Merci encore, Coach Mani. Et je vais insister sur quelque chose très rapidement. Si tu as une entreprise et tu n'as pas un plan d'affaires, va faire ton plan d'affaires. D'ailleurs, que ce soit Bill Gates, il ne peut pas s'engager dans quelque chose sans plan d'affaires. Ça, c'est quelqu'un déjà trop intelligent et qui a même réussi beaucoup dans les affaires. On ne fait pas des affaires sans plan d'affaires. Et on ne fait pas des affaires. Quand je dis plan d'affaires, études de marché et tout. Si tu veux investir 10 000 dollars et plus, ne fais jamais rien sans mettre sur les papiers. Donc, merci encore, Coach Mani, pour cette brillante présentation. OK. Un bonjour spécial à tous les grands coachs. Coach Mimi, content de te voir. Coach Angela. Coach Martin. Enfin, Coach Alain. Le grand coach David. C'est comme si ça fait une éternité. Content de te voir, mon frère. Content de te voir. OK. Merci. J'aimerais qu'on travaille sur quelque chose de très pertinent aujourd'hui. Qui a un rêve ou bien qui a une stratégie qui n'arrive pas à accomplir? Je veux dire, tu as soit un plan pour ton affaire ou bien tu as planifié quelque chose, mais tu ne sais comment accomplir cela. Qui a quelque chose comme ça? Mais dans le chat room, tu veux réaliser quelque chose. OK, je veux amener mon entreprise à 2 millions de dollars, mais tu ne sais pas comment faire. Je veux vendre 20% de plus. Mais tu essayes, tu tombes, tu essayes, tu tombes.
dans mon établissement, je vais avoir 400 élèves cette année. Tu n'arrives pas. Tu tournes toujours autour de 50 élèves et tu veux 1000 élèves. Tu sais que tu peux, mais d'une façon, tu ne sais pas ce qui ne va pas. Ou alors, dans tes affaires, il y a quelque chose que tu veux réaliser. Quelle qu'en soit la chose, je veux que tu me le mettes dans le chat room. Mets-le dans le chat room. J'ai envie d'amener mon entreprise en international. Je veux doubler mon chiffre d'affaires. Je veux élargir mon entreprise dans la sous-région. Je veux augmenter les revenus. Je veux augmenter mes revenus personnels. Mais je n'arrive pas. Je fais tout ce qu'il faut faire, mais ça ne donne pas. Et je veux que tu mettes la chose dans le chat room. Je vais essayer d'adresser ça aujourd'hui. Je vois Nelson, je veux faire un chiffre d'affaires de 10 000 euros. OK, cette année. OK, magnifique. Et j'aimerais que tu mettes quelque chose que tu as essayé plusieurs fois. Pas un rêve qui t'est venu maintenant. Quelque chose que tu as déjà essayé, ça n'a pas marché. Tu as essayé toutes tes stratégies. Ça n'a pas marché. Et peut-être tu accuses même qu'on t'a attaché au village. Ou alors, tu te dis que quelqu'un est en train de te bloquer. Parce que tu as tout fait, mais ça ne donne pas. C'est ce genre de choses dont j'ai besoin. Coach Mimi dit les projets que je me pose. OK, que je me pose problème à cause du climat qui empêche d'avoir bon résultat. OK, agriculture pour réaliser ma transformation. OK. Coach David, je veux faire $1 million. Magnifique. Moi, j'essaye, mais ça ne donne pas. OK, Coach Angela. Depuis 10 ans, j'ai épuisé toutes mes stratégies sans succès. Coach Alain, wow. Mets dans le chat room, mets ce que tu veux faire. Parce que ce que je vais enseigner aujourd'hui, tu pourras rentrer et réaliser ceci. Tu pourras rentrer et tu verras pourquoi ça n'a pas marché. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Et pourquoi est-ce que tu te retrouvais? Je veux fonder une entreprise de fabrique cosmétique à base de produits naturels. Magnifique, coach Michel. Magnifique. OK. Tu vois, il y a beaucoup de cas présentés. Il y a beaucoup de gens qui ont envie de faire des choses et ils ont essayé, mais d'une façon ou d'une autre, ça ne marche pas ou ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Je vais enseigner très rapidement et je veux prendre 1 ou 2 cas pratiques très rapidement pour résoudre. Je permettais que je prenne le cas je désigne quelqu'un, qu'on va traiter son cas directement et développer les stratégies. Le coach... OK. Le coach Alain, je ne parviens pas à accroître le nombre de mes étudiants. OK, coach Alain, on doit t'utiliser comme le case study. On va résoudre comment croître, comment vraiment aller avec le nombre d'étudiants dont tu as besoin. Ici, en quelques minutes. Laisse que je prenne quelqu'un d'autre, qu'on ait 2 cas ou 3 cas. Stratégie sens. OK, je veux former une entreprise. Qui d'autre? OK, je vais prendre quelques volontaires pour ça. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas, premièrement, à réaliser ces objectifs? Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à réaliser ces objectifs? Les objectifs dont on veut. Maintenant, avant d'entrer et expliquer, j'aimerais d'abord valider avec toi qu'il y a les objectifs que tu as réalisés. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Il y a déjà ce que tu as réalisé. Donc, ça veut dire que tu es déjà en train de gagner à une dimension. Si je prends le cas d'Alain,
du coach Alain Chimie, il a déjà l'établissement, il a des étudiants. Ce n'est pas qu'il ne sait pas comment faire. Il a les étudiants, il a l'établissement, il a un chiffre, un nombre d'étudiants. Ça veut dire qu'il est déjà en train de gagner. Et ça valide qu'il peut faire plus. Si je prends le cas de n'importe quel cas, s'il fallait prendre n'importe quel cas, tu verras que tu es déjà en train de gagner. Maintenant, qu'est-ce qui te bloque? Qu'est-ce qui peut bien te bloquer? Qu'est-ce qui peut bien t'empêcher d'aller à une autre dimension? Je vais expliquer quelque chose et je pense que Coach Mani l'a touché brièvement. La connaissance dont tu as besoin pour avoir 25 étudiants, ce n'est pas la même connaissance que tu peux avoir 50 étudiants avec. Ce n'est pas la même connaissance que tu peux avoir 100 étudiants. Ce n'est pas avec la même connaissance que tu peux avoir l'établissement avec 1000 étudiants. Ce n'est pas la même connaissance que tu peux avoir les élèves partout dans le monde. Déjà, il faut qu'on essaye d'établir. Maintenant, quand tu as commencé ton projet ou ton établissement, comment est-ce que tu as pu avoir le résultat dont tu as eu directement ou bien le résultat que tu as maintenant? Pourquoi tu as plafonné? Tu as plafonné à cause du conditionnement actuel, ce qu'on appelle le paradigme. C'est alors quoi ce paradigme? Tu sais, dans l'entreprise ou avec n'importe quel entrepreneur, le résultat que tu obtiens est chaque résultat que tu obtiens est la somme de toutes les décisions mélangées. C'est ça qui te donne un résultat. Ça veut dire quoi? La façon dont tu es en train d'agir maintenant, tes prises de décision, c'est ça qui te donne le résultat dont tu as en ce moment. Et pour changer le niveau, tu dois changer complètement la façon dont tu agis et les prises de décision pour avoir un résultat, un autre résultat. Mais c'est quoi le problème? Ton subconscient est déjà programmé et c'est déjà familiarisé à une façon de prendre des décisions. C'est pourquoi quand Coach Mani vient te dire, fais un plan marketing, tu dis, j'ai pas besoin. C'est ton subconscient qui te dit, ça c'est une perte pour toi. Tu n'es pas familier à cela. Quelqu'un te dit, non, va à l'école de coach, tu dis, mais attends, moi je suis un enseignant, je peux faire quoi là-bas avec tout ce que je connais. Je fais déjà 5 millions de dollars de chiffre d'affaires. Qu'est-ce que je vais encore apprendre? C'est pas que tu ne veux pas évoluer, mais ton subconscient protège ce qui est déjà. D'abord, ton subconscient est fait pour te protéger. Quand tu veux prendre une décision, ta conscience vivante va dans la conscience dormante pour regarder toutes les informations amassées et ça analyse pour te faire prendre la décision. J'explique. Quelqu'un qui n'a jamais sauté dans une piscine de 10 mètres de profondeur, tu le mets à côté de la piscine, il ne va jamais sauter. Pourquoi? Parce que le subconscient est en train de lui projeter le danger. Ça, c'est dangereux. Ça, c'est dangereux. Tu sautes, tu vas te noyer. Tu sautes, tu vas te noyer. Mais le moment où tu te fais coacher et tu apprends à nager, tu apprends à sauter, tu peux sauter dans la mer. Ton subconscient te garantit que c'est sécurisant. Ton subconscient est là pour te protéger. C'est comme ça que les êtres humains fonctionnent. Ce dont tu n'es pas familier avec, ton subconscient va rejeter cela. Et en affaires, nous prenons les décisions par rapport à le subconscient te guidera toujours. Toujours. Non, ne fais pas ceci. Ne fais pas ceci parce que ça va te coûter, tu vas perdre de l'argent. Ce n'est pas bien pour ton entreprise, ce n'est pas bien pour ceci. Donc, le subconscient est là pour te protéger. Maintenant, quel
quel est ce qui a formé toutes ces choses qui nous bloquent? Ce qu'on appelle le conditionnement. Dans le sport, pour gagner, faire des grandes compétitions, on te demande de te reconditionner. Dans les affaires, si il fallait que j'utilise le terme de sport, il faut te reconditionner pour aller à une autre dimension. Maintenant, le conditionnement. Le premier problème que nous avons, c'est le conditionnement. Qu'est-ce qui nous a conditionnés? L'environnement nous a conditionnés. Et il y a le conditionnement intérieur et le conditionnement extérieur. Il y a des gens qu'on a vus échouer. Il y a des gens qui ont perdu leur fortune. Il y a des gens qui ont commencé et ça n'a pas marché. Ça nous conditionne directement ou indirectement. Et maintenant, on a peur. Le subconscient nous rappelle même. Souviens-toi de Obiono. Il était milliardaire. Il a perdu son argent. Souviens-toi de tel autre riche. Il s'est aventuré. Il a perdu sa fortune. Conditionnement extérieur. Et directement, on n'aime pas s'engager. Le subconscient continue à nous protéger. Est-ce que tu connais quelqu'un qui a perdu sa fortune? Bien sûr. Ça t'affecte. Ça t'affecte directement. C'est un conditionnement. Ça fait partie des conditionnements. Les personnes d'influence, il y a des enseignements qui sont des enseignements erronés. On te dit, il faut faire attention, il faut épargner, il faut dépenser moins. Quand ça ne marche pas, chasse les employés. Et puis aujourd'hui, avec le monde d'information, chaque fois on est en train d'absorber les informations. Tu vois quelqu'un ouvre sa caméra sur Facebook, il va live, il commence à enseigner sur l'entrepreneuriat. Imagine quelqu'un comme Coach David qui est en train de faire le chiffre d'affaires, qui a les employés, qui a tout, mais il se retrouve sur Facebook, il écoute quelqu'un qui n'a pas un employé, mais qui est en train d'enseigner sur les affaires, qui n'a jamais fait $50. Et quel enseignement il peut donner à Coach David, par exemple? Ça nous affecte. Je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas bien d'écouter, mais chaque homme d'affaires doit protéger ce qu'il écoute. Tu dois protéger même les livres que tu lis. Tu ne dois pas lire pour lire. Tu dois lire ce qui doit te challenger. Donc, ce genre de choses nous influence négativement. Et ça nous bloque et nous met dans la chambre dont nous avons parlé de ça tout à l'heure. Le troisième point, les douleurs. Tu as essayé une fois et tu n'as pas eu le résultat. Maintenant, ça t'a créé une douleur. Quand tu veux encore lancer, tu penses à ce qui s'était passé. Tu te dis, mais attends, non, je ne peux plus. Avec ce qui s'est passé la dernière fois, moi, je ne veux pas recommencer la même chose. Et directement, tu te dis, non, je ne peux pas. Regarde ce que ton subconscient sera en train de te faire. Non, Coach David, ne t'engage pas. C'est trop risqué. Tu peux perdre ta fortune. Tu peux perdre. Non. Préserve ceci. Non, n'essaye pas. Le quatrième point, les conseillers par affiliés. Les conseillers par affiliés. Je ne sais pas si je vous ai expliqué l'histoire de ma maman. Ma maman aime trop me coacher en affaires. Quand j'avais un call center de presque 100 personnes ici à Dallas, je payais les employés le vendredi. Et ma maman me disait toujours, mais attends, réduis. Il me disait, réduis le nombre des employés. Ils te prennent trop d'argent. Trop d'argent. C'était dans les 600 jusqu'à $1000 par personne. Environ $100,000 par semaine pour payer les employés. Mais elle ne regardait pas ce que je gagnais. Elle regardait juste ce que je payais. Parfois, nous avons nos épouses qui nous conseillent. Elle n'est pas experte. Elle est ton épouse. Elle t'aime. L'amour, là, ce n'est pas le même amour. Elle n'est pas qualifiée pour te conseiller. Ton père, ta mère, ton pasteur, il est ton père spirituel. Il n'est pas qualifié pour te conseiller. Ton meilleur ami, avec qui vous buvez souvent le soir avant et faites des divers, ils ne sont pas qualifiés pour te conseiller. Tes frères, tes cousins, qui sont même encore à l'école,
Tu les demandes, mais qu'est-ce que tu penses de ce que je fais? Ils ne sont pas qualifiés pour te conseiller. Les mauvais conseillers nous conditionnent aussi. Et le cinquième point, c'est l'éducation. Je ne veux pas offenser, je sais qu'il y a beaucoup de docteurs, des professeurs dans la salle, les gens qui ont 2, 3 doctorats. Je veux que tu saches que quand tu allais à l'école, le conditionnement n'était pas pour que tu sois libre, c'était pour que tu travailles. C'est pourquoi on t'a fait choisir une filière et on t'a conditionné pour servir après ton graduation. L'école n'est pas faite pour créer l'entrepreneur. L'école est faite pour créer les serviteurs. Rien contre l'école. Nous tous, nous avons besoin des gens qui sont allés à l'école. Sinon, on ne devrait pas être là. Donc, la façon dont un professeur part et réfléchit, un enseignant, ce n'est pas la même façon. Ça fait partie des conditionnements. D'ailleurs, qu'est-ce que tu as appris à l'école le premier jour de la CIL jusqu'au moment où tu as fini? On t'a dit qu'il y avait les premiers et il y avait les derniers. Donc, quand tu n'avais pas la note exacte, on disait que tu as échoué. Ce conditionnement, ça créait un paradigme très, très développé aux entrepreneurs. Si tu ne détruis pas cela, si tu ne sais pas qu'en entreprise, il n'y a pas d'échec, l'entrepreneur est comme un laboratoire. Chaque fois, tu as un résultat. Mais ça peut ne pas être le résultat dont tu veux. Donc, il faut encore mélanger pour avoir un autre résultat. Et après, tu as un autre résultat. Tu n'auras jamais le résultat fini. Regarde les sociétés qui fabriquent les voitures. Pourquoi chaque année, ils nous donnent une autre voiture? Regarde les sociétés qui fabriquent les téléphones. Chaque année, ils ont une marque de téléphone. Ça veut dire que dans l'entrepreneuriat, il n'y a pas de produit fini. Il n'y aura jamais de produit fini. Quand tu vis, tu seras obligé de développer un nouveau produit. Ça, c'est le dernier conditionnement. Maintenant, comment tu peux résoudre ceci très rapidement? Permettez d'abord que je pose une question. Qui prend toujours la même voie pour entrer à la maison? Ça veut dire quand tu pars du bureau, tu vas à la maison. Tu as une route. Que si je m'arrête là-bas, je vais te prendre. Et tu prends cette route depuis que tu connais cette route. Tu prends la même route. Lève la main si tu es cette personne-là. Moi, je prends la même route. C'est difficile pour moi de changer la route. D'abord, mon subconscient ne me permet même pas de changer la route. Ok, je vais te poser une autre question. Qui, quand il se réveille, fait presque les mêmes choses? Si tu regardes quand tu te réveilles, tu quittes du lit, tu vas dans les douches, tu te brosses, tu vas faire ton café, brancher le café, tu vas commencer à choisir le costume que tu vas porter ou quelque chose, tu fais démarrer la voiture. Tu vois un rituel, que c'est presque la même chose que tu fais de la même façon. Ta brosse est posée sur une place, à Colgate à côté, c'est toujours là, tu fais la même chose. Qui est comme ça? Si tu es comme ça, lève la main. C'est ce qu'on appelle le conditionnement. Nous tous, nous réussissons parce que nous sommes conditionnés. Et les êtres humains sont conditionnés. Et c'est ça le paradigme. Ton subconscient te guide de faire exactement ce que le subconscient connaît, comme le subconscient connaît, et tu dois exactement faire de la même façon. Sinon, tu seras confus. D'ailleurs, si j'arrêtais de parler, vous êtes en train de me suivre et ton subconscient est en train de me suivre. Maintenant, si je commençais à dire ha ni shing ha nei nga wa ni na nga nga
Regarde comment tout le monde est perdu. Le subconscient dit, ça c'est quoi encore? Non, 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 non. Parce que ça, tu cherches dans la tête, tu cherches, non, non, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? Ah, si c'est le chinois, c'est quoi? Mais on est perdu. Et quand ton subconscient fait comme ça, il n'est pas content. Parce qu'il ne sait pas ce sur quoi tu veux parler, ce que tu es en train de dire. Quand on parle du plan marketing, c'est ce qui arrive à ton subconscient. Quand on parle de la formation, c'est la même chose. Pas parce que tu ne veux pas faire, pas parce que tu ne veux pas. Quand on parle du partenariat, c'est la même chose. Quand on parle du coaching, c'est la même chose. Quand on parle de tout ce dont tu n'es pas habitué à ça, c'est la même chose qui se manifeste. Nous sommes tous d'accord qu'on n'aime pas changer notre rituel. J'appelle ça notre rituel. Pourquoi? Parce qu'on est habitué. On sait que c'est la sécurité. On sait que ça a marché avant, ça va encore marcher. Mais ce qu'on oublie, c'est qu'on aura le même résultat. Même résultat. Maintenant, comment changer? Solution. Comment déverrouiller cela? En tant qu'entrepreneur, s'il te plaît, je t'en prie, commence à programmer ton subconscient de s'habituer avec ce que tu n'es pas habitué à ça. Même avec des petites choses. Fais des amis, les gens qui ne sont pas de ta culture. Va dans des restaurants chinois. Mange la nourriture que tu ne connais pas. Essaye de nouvelles choses. Fais des choses dont tu n'es pas habitué. Va écouter le opéra. Des gens qui chantent. Qui aime ça? Peut-être tu n'aimes pas. Ton subconscient sera troublé jusqu'à un moment, s'habituer aux choses, aux nouvelles choses. Ça, c'est la première chose. Apprends à rentrer à la maison en prenant une autre route dont tu n'es pas habitué. C'est le déverrouillage. Si bien que quand une solution nouvelle se présente devant toi, ton subconscient aura la possibilité de dire, OK, je vais examiner et voir. Et non, non. Je ne veux pas ceci, je n'ai jamais vu ceci, je ne m'amuse pas avec les gens dont je ne connais pas. Va apprendre à danser le ballet. Apprends à chanter. Je sais directement ton subconscient disant, oh non, 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 coach Raph, comment? Moi, je ne veux pas chanter. Fais ce que tu n'aimes pas faire pour que ça t'apprend à commencer à déverrouiller. C'est très, très, très important. Et l'esprit d'apprenant. C'est difficile pour les êtres humains de dire que non, je vais aller apprendre. Après, tu as passé tellement d'années à apprendre. Maintenant, il faut encore apprendre. Sois un élève, deviens un élève de la vie. Ça veut dire que si quelqu'un veut t'expliquer, écoute la personne. Mets-toi en position d'apprenant. Le deuxième point, questionne tes réalisations. Questionne toutes tes réalisations. Pourquoi je fais ceci? Et mesure tes réalisations. Quand je fais cette chose de cette façon, qu'est-ce que je reçois comme récompense? Quand j'applique cette méthode, qu'est-ce qui me revient? Parce que la plupart du temps, on ne sait pas qu'on est en train d'échouer, mais on continue à faire parce que l'être humain ne veut pas être passif. Tu peux être en train de faire quelque chose, et si tu ne questionnes pas la chose, tu ne sauras pas que tu n'es pas en train d'avancer. Il faut questionner, et tu mesures, tu questionnes, tu mesures. Il faut toujours questionner. Le troisième point, avoir un modèle. Il faut avoir un modèle qui peut te challenger. Parce que le truc, c'est qu'il faut sortir de toi-même. Je n'ai pas encore vu un être humain qui n'a pas un modèle. Et un modèle. Et que ce soit un challenge pour toi d'être comme ce modèle. S'il te faut un mentor, et un mentor. Je peux dire un modèle ou un mentor.
et est un coach. Le coach peut te permettre de sortir le meilleur en toi. Le coach va te tirer, te permettre de traverser cette ligne dont tu as toujours peur. Tu ne peux pas le faire seul. Ce n'est pas facile. Je n'ai pas encore vu un coach qui n'a pas de coach. Tony Robbins, l'un des grands coachs, il est coaché. John C. Maxwell a un coach. Donald Trump a un coach. Moi, j'ai 3 coachs, 4. Parce que je sais que pour briser partir de là où je suis pour l'autre étape, j'ai besoin d'aide. J'ai touché 2 points. Ce qui cause le paradigme et comment déverrouiller cela d'une façon très, très simple. Maintenant, j'ai combien de temps qui me reste? Est-ce qu'il y a encore le temps qui me reste? Coach Seroli. Il ne reste pas beaucoup de temps. Mais bon, on a commencé en retard. Je pense qu'on peut prendre encore 5-10 minutes, si tout le monde est d'accord, puisque c'est très intéressant là. OK. Donc, ça veut dire, tu sais comment tu as été conditionné et maintenant tu sais comment déverrouiller ce conditionnement. Écoute, ce n'est pas facile de s'exposer à ce qu'on ne connaît pas. C'est d'abord naturel. Mais l'entrepreneur, le mindset de l'entrepreneur n'est pas comme ça. L'entrepreneur doit s'exposer à ce qu'il ne connaît pas. Et c'est ça qui fait de toi l'entrepreneur. Est-ce que tu pourras perdre? Oui. Mais est-ce que tu pourras gagner? Oui. Le grand risque, c'est quand tu n'essayes pas. Quand tu n'essayes pas, ça veut dire que tu as validé la condition actuelle. C'est que tu as validé la condition actuelle. Donc, c'est très, très, très important et c'est même capital de risquer. S'il faut prendre le cas prenons comme case study very rapidement. Coach Alain, est-ce que tu peux démuter ton micro? Là, tu nous expliques combien d'élèves tu as et combien d'élèves tu veux avoir. OK, merci grand coach. Je pense que l'enseignement m'a véritablement touché. Actuellement, je suis à environ 300, 360 et mon rêve, c'est de pouvoir booster le chiffre à 1000 élèves. OK. Et tu es à Douala, n'est-ce pas? Je suis à Douala et à Yaoundé. Donc, j'ai 2 campus à Douala et 1 campus à Yaoundé. OK. Quels sont tes partenaires? C'est vrai que la question est difficile à répondre. Je ne sais pas si partenaire, c'est le personnel avec qui je travaille ou alors c'est les partenaires externes. Les partenaires externes? Je n'en ai presque pas. Je n'en ai pas pour le moment. OK. Il y a des partenaires stratégiques que tu peux avoir maintenant. Ce partenaire peut venir avec 700 élèves et tu les donnes juste 5% de revenus ou 10% de revenus. Et il te donne les 1000 élèves. Tu vois que tu donnes 10% pour 700 élèves. L'entrepreneur, tu sais, chaque entrepreneur a aussi une dimension qu'il ne peut pas dépasser. Et ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas dépasser cela parce qu'on est incapable. Imagine la fête. Si je fais une fête, j'invite Coach David. Je dis, Coach David, viens avec tes amis. Coach David peut venir avec 10 personnes. Je dis, Coach Mimi, viens avec tes amis. Coach Mimi vient avec 30 personnes. Je demande, Coach Martin, viens avec tes amis. Coach Martin vient avec 50 personnes. Je demande, Coach Seroli, viens avec tes amis. Coach Seroli vient avec peut-être 200 personnes.
et moi, je n'ai que 20 personnes. Tu vois que j'aurai une fête de combien? Presque 1000 personnes à la fête. Mais réellement, j'ai 7 personnes stratégiques. Sans ces 7 personnes, ma fête aura 22 personnes. Mais à cause des 7 personnes, j'aurai une fête avec 1000 personnes. Ça, c'est le partenariat stratégique. Tu fonctionnes en leadership. Quels sont les grands meilleurs leaders qui peuvent s'aligner avec toi pour ton établissement et qui ont une renommée et qui ont déjà ce que Coach Mani a enseigné ce matin? Le cross-sell, ce que nous on appelle le cross-sell. Ils ont déjà les clients dont tu as besoin. Mais si tu te mets avec eux, tu te mets avec eux, même pour 2%, ce sera un acquis pour eux. Parce qu'ils n'utilisent pas ce client. Quels sont ce genre de personnes, par exemple? Quels sont ceux qui aimeraient se mettre derrière quelque chose comme ce que tu es en train de faire? Pas parce qu'ils veulent gagner de l'argent. Toi, tu gagnes de l'argent, eux, ils gagnent peut-être pour d'autres choses qu'ils sont en train de faire. Tu me comprends un peu? Je comprends, grand coach. Tu vois que directement, sans effort, seulement le partenariat stratégique pourra résoudre le problème. Il y a aussi le côté de l'endossement, pas l'endossement, les membres d'honneur. Les membres d'honneur ne sont pas tous les membres qui donnent, mais ce qu'on les appelle un peu comme la figure de l'entreprise. Ils sont là, ils viennent s'asseoir sur le bord, mais ils gagnent en disant qu'ils sont en train de conseiller le bord. Maintenant, ils sont des gens très influents. Ils peuvent influencer à mettre les gens dans l'école. Voilà, par exemple, un autre point qui peut être très efficace pour toi, d'aller à 1000 comme un jeu, sans effort. Tu es déjà à 300, presque 400. C'est incroyable, c'est magnifique. Donc, en touchant seulement les deux côtés, par exemple, ça peut se manifester du jour au lendemain. Et si tu as 1000 avec ce genre de fourchette, je ne suis pas en train de parler de la publicité, comment est-ce qu'on appelle, du cross-collaboration. Je ne suis même pas encore arrivé dans le cross-collaboration. Parce que le cross-collaboration, c'est que maintenant, est-ce qu'on peut chercher des écoles, ceux qui font un peu comme ce que tu fais aux États-Unis, en Angleterre, en France et tout cela. Maintenant, vous avez, OK, l'affiliété. Que non, tu es affilié ici, tu es affilié là-bas. Parce que ça augmente la crédibilité. Ce qui fait que quand tu finis un élève, s'il veut continuer ses élèves à l'étranger, il y a déjà des partenaires qui vont l'accueillir comme leur élève. Ça ne coûte rien, c'est une convention. Juste. En le faisant, tu n'auras plus de place pour les élèves. Tu seras obligé de construire d'autres campus. Mais ça, tu vois, on doit sortir de l'ordinaire pour penser de cette façon. Je pense que les 1000 élèves sont faisables. Je veux travailler avec toi personnellement pour qu'on ait les 1000 élèves très, 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 très rapidement. Je pense qu'en un laps de temps, on peut l'avoir. 1000 élèves rapidement et puis on passe à une autre dimension. Mais c'est juste magnifique ce que tu es en train de faire. Merci beaucoup. Yeah. Merci beaucoup. Je suis ému. Merci beaucoup. OK. Non, pas de quoi. Donc, nous avons compris comment on peut basculer le paradigme pour réellement aller à une autre dimension d'affaires et ne pas saboter ce qu'on est en train de faire. Il y a la possibilité de grandir. Si on a les gars comme le milliardaire nigérien, comment il s'appelle encore? Dangote. Dangote. Si on a Dangote en Afrique, on peut avoir Katouma aussi en Afrique, milliardaire. On peut avoir Mani, milliardaire. On peut avoir Bekono, milliardaire. Ce sont des êtres humains. C'est possible. Yeah.
On peut l'avoir. On peut avoir Sandrine, milliardaire. C'est possible. C'est possible. OK. Bon dimanche à tous.